J. Médiasphère, Emmanuel Aumonier. Radio J. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Médiasphère sur Radio J. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Robert Namias. Bonsoir Robert. Bonsoir Emmanuel. Alors on va parler de votre dernier ouvrage, notamment Mortelle Comédie, qui est paru aux éditions de l'Observatoire il y a 6 mois à peu près. Et on va revenir aussi sur votre carrière, votre expérience dans le monde des médias, qui nous permettra de parler du futur des médias et de comment vous le voyez. C'est une vision assez sombre dans cet ouvrage. Vous la défendrez tout au long de cette émission. Avant cela, on va revenir sur votre carrière. Vous êtes un journaliste qui a pris des chemins peut-être un tout petit peu détournés au début, puisqu'on voit aujourd'hui beaucoup de journalistes font des écoles de journalisme, c'est un peu la 90% des journalistes. Vous êtes enseignant en philosophie et puis vous décidez d'embrasser cette carrière. Pour quelle raison ? Oui, parce que d'abord c'est une vraie vocation. Je ne sais pas si la plupart de ceux qui font ce métier aujourd'hui l'ont encore, mais je le crois d'ailleurs volontiers, notamment parmi les jeunes gens qui, de manière parfois assez difficile et compliquée, arrivent à rentrer dans le métier et trouver une rédaction qui les accueille. À mon époque, mon époque elle a plus de 50 ans. Moi j'ai commencé ce métier en 68-69. Et effectivement, j'avais préparé une agrégation de philosophie que j'ai interrompue parce que j'ai eu la chance de pouvoir rentrer comme pigiste à RTL, une autre radio bien connue. Et en fait, j'ai toujours voulu faire ce métier dès l'âge de 10 ans. À 10 ans, je prenais un crayon bic et puis je me mettais devant la glace et j'imitais les reportages que j'entendais à Europe 1, qui était la référence un peu. Qui n'a rien à voir avec l'Europe 1 d'aujourd'hui et qui était vraiment plus qu'une référence, qui était l'un des piliers de la presse audiovisuelle et qui surtout avait cet avantage considérable, notamment sur les autres radios qui, pour l'essentiel, mis à part ce qui était encore Radio Luxembourg, puis la jeune RTL, étaient des radios d'État, et avec une mainmise du pouvoir sur l'information audiovisuelle qui n'a aucun rapport avec ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, Europe 1 était une radio, notamment au moment de la guerre d'Algérie, et puis pendant les événements de 68. Une radio de terrain, vraiment. Une radio de terrain, et une radio qui avait une véritable indépendance réelle, et qui a permis à la France et à la presse radio-télévisée d'avoir une respiration que on n'avait pas à l'époque. Oui. Et donc, j'ai fait mes débuts très rapidement et pendant quelques mois à RTL, et puis je suis rentré dans le Graal des Graals, c'est-à-dire que je suis rentré à Europe en 69. Où il y avait plein de journalistes un peu, j'imagine, mythiques pour un jeune journaliste comme vous. Et notamment des reporters de terrain qui étaient mythiques. Il y avait Julien Besançon, qui était vraiment le grand reporter, René Duval, les reporters de la guerre d'Algérie, et puis la génération qui est arrivée tout de suite derrière, la génération de 68, avec Gilles Schneider. C'est auprès d'eux que vous avez appris vraiment votre métier de journaliste ? Moi, je l'ai appris en même temps qu'eux, parce qu'ils avaient 2-3 ans de plus que moi, mais on a fait quasiment nos classes ensemble. Mais moi, je me suis orienté très rapidement vers le journalisme politique, et puis la responsabilité éditoriale. J'ai fait les deux pendant un certain temps. Et je suis devenu rédacteur en chef d'Europe 1. En 82, c'est ça ? Non, d'Europe 1 en 78. En 78. J'ai quitté Europe 1 en 83 pour créer une radio privée qui... Radio Tour Eiffel, c'est ça ? Non. Non, alors encore une erreur. Non, mais c'est pas grave. Là, vous n'avez pas tout à fait tort, c'est que la fréquence de Radio Tour Eiffel a été la fréquence de ma radio que j'avais créée, qui s'appelait 95.2 FM, qui a été une grande radio sur Paris, la deuxième d'ailleurs derrière Énergie, pendant plusieurs années. Et puis... en 87, j'ai quitté cette radio, je l'ai revendue et je suis entré à TF1 après avoir fait en parallèle un certain nombre d'émissions déjà à la télévision, en particulier sur TF1 avec une émission médicale
avec Igor Barrère, et puis sur la 3 des émissions politiques. Donc j'ai toujours essayé de diversifier mes activités, de même que dans les années 70, en parallèle d'Europe, j'avais une rubrique à l'Observateur qui s'appelait le Nouvel Obs à l'époque, et qui était une rubrique éducation. Et alors, vous avez eu souvent cette casquette de la santé. Oui. Je crois que quand vous arrivez à TF1, vous êtes journaliste santé. Après, très vite, vous êtes devenu chef de service. Quel rapport, justement, vous entretenez avec cette rubrique ? C'est-à-dire que surtout, moi, j'ai toujours pensé que ce métier était intéressant quand on le faisait de diverses manières et dans différents secteurs. Fondamentalement, moi, je me vis comme un journaliste politique, ou je me vivais en tous les cas comme un journaliste politique. Mais c'est vrai que les questions de santé, qui étaient des questions aussi de politique de santé, c'est par ce biais que je les ai abordées, et puis finalement par un biais beaucoup plus médical. Mais vous savez, le journalisme, c'est aussi des rencontres, ce sont des occasions. J'avais eu l'occasion, alors que j'étais rédacteur en chef à Europe 1, de faire un certain nombre d'émissions spéciales, dont certaines consacrées à la santé, ce qui m'avait intéressé. Et lorsque Igor Barrère, qui lui était un des pionniers des émissions médicales à la télévision, m'avait proposé de le rejoindre pour présenter son émission, à la place d'un très grand d'ailleurs, dont le nom est peut-être oublié aujourd'hui, mais qui était un très grand, Étienne Laloux, dans ce domaine, évidemment j'ai dit oui, mais je l'ai toujours fait en parallèle de mes activités principales. C'est-à-dire que je trouve d'ailleurs très très bien que lorsqu'on fait ce métier, plutôt que de ne faire qu'une chose, quelle qu'elle soit, il est bien de se garder si on a la chance de pouvoir le faire, évidemment, il est bien de se garder des activités un peu connexes, un peu parallèles, mais qui entretiennent finalement des centres d'intérêt très divers. Alors à TF1, vous allez gravir très vite les échelons. Vous êtes rédacteur en chef du JT de 20h, vous êtes directeur adjoint de la rédaction, puis directeur de la rédaction et de l'information, le tout en 6 ans. Quand Bouygues rachète TF1, ce sont un peu les années dorées avec Patrick Lelay, avec Étienne Moujotte qui sont à la direction. TF1 devient la première chaîne française en termes d'audience. Il y a des grands animateurs, il y a Jean-Pierre Foucault, il y a Nicolas Hulot, il y a des grands présentatrices aussi. Sabatier, Drucker et d'autres, oui. Avec notamment Claire Chazal ou Jean-Pierre Pernaut. Comment vous expliquez ce succès et est-ce que vous avez vraiment l'impression d'avoir vécu des années un peu dorées de la télévision Oui, parce que j'ai retrouvé à TF1 au fond, ce que j'avais trouvé à Europe dans les années 70. C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on a souvent dit, mais il faudrait plus d'une émission pour l'expliquer en détail, mais c'est une réalité, une forme d'indépendance, notamment vis-à-vis du pouvoir politique, même si lorsque vous êtes la première chaîne et que vous avez 10 millions de personnes qui chaque soir regardent le 20h, ça donne des responsabilités qui font que effectivement, le propos, le contenu est forcément relativement mesuré, je dirais presque centriste politiquement, puisque vous ne pouvez pas vous permettre de vous mettre à dos la moitié de vos téléspectateurs. Donc, objectivement, quand vous avez 10 millions de téléspectateurs, vous en avez une bonne partie, voire la moitié qui est à gauche, et une bonne partie, surtout à cette époque-là, maintenant c'est beaucoup plus compliqué, mais et l'autre bonne partie qui est à droite. Donc, vous n'allez pas perdre la moitié de vos téléspectateurs. Donc, vous êtes, ne serait-ce que pour cette raison-là, tenu à une forme de neutralité et qui était respectée. Et puis surtout, on sortait d'une période, là encore, jusqu'en 87. Alors, il y avait eu Canal et puis la 5 dans les années 84-85, mais malgré tout, on sortait quand même d'un environnement télévisuel qui était une télévision d'État et qui était là pour le coup totalement tenu. Ça a fait peur d'ailleurs à beaucoup de journalistes et d'animateurs de TF1 qui sont partis au moment où Bouygues a acheté. Oui, mais alors parce que effectivement ils ont eu le sentiment que cette télévision commerciale ne permettrait plus de faire ce qu'ils faisaient. En fait, ils faisaient déjà la même chose, surtout avec Hervé Bourges, qui avait mené très haut déjà la chaîne TF1. Mais moi, j'ai retrouvé
à TF1 à partir de 87, et pendant toutes mes années d'ailleurs, une forme de liberté et d'indépendance qui était quand même enviée par beaucoup, et qui faisait qu'on pouvait se permettre de dire et de faire des choses, ce qui n'était pas toujours le cas sur la télévision publique. Alors, par ailleurs, il faut avouer que depuis, la télévision publique est devenue assez remarquable, et honnêtement, aujourd'hui... Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de différences aujourd'hui quand vous regardez TF1, France 2, les JT, les programmes? Non, pas du tout. Et honnêtement, je ne veux pas porter de jugement ni sur l'une ni sur l'autre aujourd'hui, parce que j'en suis assez éloigné. Mais la vérité, c'est que maintenant, chacun apporte une tonalité différente. Mais si vous parlez de l'information, c'est pas fondamentalement différent. Je parlais tout à l'heure de Francis Bouygues. C'est important quand on est journaliste, la relation avec ses patrons, ses actionnaires aussi. Est-ce que, donc vous me disiez que vous aviez le sentiment d'avoir une grande liberté. Est-ce que vous aviez vraiment le sentiment qu'il vous laissait les mains libres? Et est-ce que vous pensez que c'est rare aujourd'hui dans le journalisme d'avoir c'est difficile d'avoir un patron qui sait mettre la bonne distance, enfin un actionnaire surtout d'ailleurs? Alors effectivement, on a connu une période, je pourrais parler de ces fameux millionnaires qui détiennent les médias, puisqu'on voit bien que c'est l'accusation portée par une partie de la classe politique, en particulier à gauche et à l'extrême gauche. D'abord, ça n'a pas de sens parce que les millionnaires, ce sont des hommes, les entreprises qu'ils dirigent sont de nature tout à fait différente, et que eux-mêmes sont extraordinairement différents, y compris dans leur rapport aux médias qu'ils possèdent. Donc dire les millionnaires, ou les milliardaires d'ailleurs, qui possèdent des médias, globalement et collectivement, ça n'a aucun sens. Il faudrait les nommer un par un. Et pour parler de ceux que j'ai connus, très bien, mais vraiment très bien, d'abord Jean-Luc Lagardère à Europe 1, après avec notamment quand même la présidence, même si elle était lointaine, de Sylvain Floirat, qui était le propriétaire d'Europe 1. Ce sont des noms qui ne disent plus grand-chose, mais qui ont été très importants, et ce sont des hommes qui avaient un critère, et un critère qui au fond protégeait l'indépendance des médias qu'ils possédaient, qui était, alors le mot peut paraître parfois presque grossier, mais au contraire, il était très favorable à la dépendance de ces médias, c'est le mot de rentabilité. Et c'est-à-dire que tant qu'on fait de l'audience... Tant qu'on fait de l'audience, et surtout tant qu'on gagne de l'argent, et qu'on gagne beaucoup d'argent, parce que les médias dans lesquels j'étais ont gagné énormément d'argent, eh bien cet argent, je le dis, et je peux facilement le démontrer, était protecteur, et permettait de faire une information, d'abord parce que l'information, ça coûte très cher, qu'il faut dépenser beaucoup d'argent, et donc pour en dépenser beaucoup, il faut en gagner beaucoup, mais à partir du moment où vous en dépensez beaucoup, vous faites une information nécessairement beaucoup plus riche, mais riche en contenu. C'est-à-dire que vous avez les moyens d'aller partout dans le monde, de faire des reportages partout, avec des équipes structurées, avec des gens compétents. Et ce qui était la force... C'est l'environnement financier pour vous qui est déterminant pour la liberté de la presse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les médias ne gagnent plus assez d'argent pour être indépendants totalement. Je pense qu'on en reparlera sans doute à l'occasion de ce qu'on pourra dire du livre que je viens de faire paraître. Mais il est évident que l'environnement économique d'aujourd'hui pèse de manière négative, globalement, sur le contenu de l'information, puisque ces médias, quels qu'ils soient, je ne parle pas de la presse écrite qui est quasi moribonde, même si elle tente de se rattraper sur le numérique, mais en termes d'économie, ça n'est pas encore un succès, globalement. Et les radios, qui ne vont pas si bien que ça, de manière générale, sauf les radios de Radio France, qui, alors elles, pour le coup, mais bénéficient quand même d'un budget qui, même si les collaborateurs de Radio France le trouvent insuffisant, est quand même extrêmement important et puissant. Mais l'environnement audiovisuel ne rapporte plus d'argent. Et quant aux télévisions, elles ont gagné énormément, je parle des privés bien évidemment, elles ont gagné énormément d'argent, qui ont permis de faire incontestablement une information, puisqu'on parle d'information, une information de qualité. Et aujourd'hui, on sait très bien que les chaînes de télévision, de manière générale, ne gagnent plus beaucoup d'argent. Les recettes... Certaines sont déficitaires.
Les recettes des chaînes de télévision, c'est souvent la publicité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, alors du coup, les chaînes de télévision sont encore plus dépendantes des annonceurs et vont, pour ne pas déplaire à certains annonceurs, ça n'est pas... alors là, pour le coup, les interventions des annonceurs, d'abord, sont extrêmement... Comment se situe le rapport de force, par exemple, quand vous étiez à TF1 ? J'imagine plutôt en votre faveur, par exemple. Ah oui, alors moi, je vais vous dire, c'est pour ça, parce que je n'en avais pas tout à fait terminé avec la façon dont moi, j'ai pu travailler. D'abord, vous me parliez de Francis Bouygues, mais moi, lorsque j'étais directeur de l'information et directeur général adjoint, en fait, le propriétaire était Martin Bouygues, et je peux témoigner que, vous savez, dans les journaux télévisés, j'ai fait le compte à peu près, nous avons, pendant ma période, diffusé plus de 40 000 reportages. 40 000 reportages, sans compter toutes les émissions de toute nature, y compris de reportages. Et j'ai souvenir d'une demande, une fois, de Martin Bouygues, pressé par un annonceur, parce que cet annonceur avait un produit qui était mis en cause gravement, et il y a eu une pression pour que TF1, évidemment, n'en parle pas. C'est la seule fois où, effectivement, le propriétaire, via le président de TF1, est intervenu, et le seul résultat, c'est que nous avons fait un sujet. Voilà. Et alors évidemment, on n'en a pas fait. 1 sur 40 000, ça reste une bonne moyenne quand même. C'est plus qu'une bonne moyenne, n'est-ce pas ? Et je rappellerai qu'à l'inverse, quand le propriétaire actionnaire a été mis en cause judiciairement dans une affaire qui est loin maintenant, mais qui avait fait énormément de bruit, qui s'appelait l'affaire Botton, dans les années 95-96, il y a eu procès avec Martin Bouygues, notamment, Poivre d'Arvor aussi d'ailleurs, mais il y avait Martin Bouygues sur le banc des accusés, entre guillemets. Il y a eu des condamnations, et bien évidemment, nous avons couvert le procès tout à fait normalement. Et je peux témoigner que un jour, à la veille du procès, quelques jours ou quelques semaines auparavant, j'ai vu arriver dans mon bureau Martin Bouygues, qui venait très régulièrement, qui venait pratiquement une fois par semaine, mais pour bavarder, pour s'enquérir justement de l'actualité. Très bien. Ce jour-là, il est venu me dire... Robert, vous faites ce que vous avez à faire. Et nous avons fait ce que nous avons à faire. Donc, vous voyez, on est très très loin de la caricature de l'actionnaire qui met son empreinte sur toute information, qui est au téléphone avec les annonceurs. D'abord, c'est pas l'actionnaire, mais c'est les dirigeants de la chaîne, ce qui déjà n'est pas tout à fait la même chose. Et puis, ça n'était pas du tout la situation que moi j'ai connue, ni avec Jean-Luc Lagardère, ni avec Martin Bouygues. Il y a donc, je disais, les années dorées, mais il y a les années dorées qui ont aussi parfois un revers. Il y a un revers de la médaille, c'est ce sentiment peut-être parfois qu'ont eu certains journalistes, un sentiment de toute puissance. Donc vous évoquiez Patrick Poivre d'Arvor, et pour vous racontiez sur un autre média que ça avait été un choc pour vous, et vous disiez ça peut peut-être paraître incroyable, mais vraiment on ne savait rien. Comment c'était possible de ne rien savoir ? Parce que savoir, c'est quoi ? Honnêtement, si savoir, c'est voir que Poivre était à la fois, ou se voulait à la fois un séducteur, et qu'il était entouré de femmes qu'il sollicitait, c'est évident. Bon. Mais c'est absolument tout. Et quand on dit « il savait », mais il savait quoi ? Nous ne savions rien. Parce qu'on parle de quoi aujourd'hui ? Alors, Poivre, peut-être, il dément, et puis vraisemblablement un jour, je l'espère en tous les cas, la justice tranchera entre les témoignages maintenant extrêmement nombreux, comme une trentaine de femmes auxquelles moi j'accorde tout à fait le crédit de la vérité. Moi je les crois totalement. Je ne vois pas pourquoi ces femmes tout d'un coup, dit-on par esprit de je ne sais pas quoi, de vengeance, mais enfin tout ça est absurde. Quand il y a une telle accumulation de témoignages, il faut les écouter. D'ailleurs, il faut écouter dès la première parole, mais il faut les écouter. Or, de quoi parle-t-on ? On ne parle pas d'un dragueur plus ou moins séducteur. On parle de harcèlement, de viol, d'agression. On parle de harcèlement, mais dans des conditions même qui sont extrêmement violentes, au téléphone, mais plus qu'au téléphone d'ailleurs. De menaces aussi professionnelles. De menaces professionnelles. On parle surtout d'agression sexuelle, et ce mot a un sens,
et de viol. Et ce mot a également un sens. Alors encore une fois, il faudra que la justice tranche, mais bien évidemment, nous n'étions pas, enfin en tous les cas, écoutez, de la direction de TF1, je suis le seul aujourd'hui qui peut en parler, puisque malheureusement, Patrick Lelay et Étienne Moujotte sont disparus. Mais honnêtement, je ne sais pas ce qu'eux savaient, mais je pense qu'ils ne savaient pas plus que moi. Et à l'évidence, on ne savait rien, ni les uns ni les autres. Moi, j'étais entouré uniquement d'un encadrement féminin, y compris ma collaboratrice qui était la numéro 2 de la rédaction de TF1. Donc les femmes étaient nombreuses à pouvoir recueillir la parole d'autres femmes. Aucune jamais n'a manifesté une plainte concernant une agression sexuelle caractérisée, un viol bien évidemment. Et d'ailleurs, je ne le reproche pas du tout, parce qu'on l'a dit, et je le répète, et moi j'en suis convaincu, l'environnement n'était absolument pas le même. Et puis il y avait des fantasmes. Il y avait effectivement le fantasme de la puissance de la chaîne et de la puissance du présentateur. Qui était réel, parce que quand on voit à cette époque les tranches, ils faisaient vraiment, quand on regardait le JT de Pernod, on regardait pas le JT de TF1 presque. C'était pareil pour Patrick Poivre d'Arvor, et pour clore le chapitre avec lui, et faire la transition sur un thème que vous développez dans votre livre. Quand on lit votre livre, on se dit, bon bah voilà, cette époque est révolue, cette époque où TF1, France 2 était leader sur l'information, et peut-être que dans 5-10 ans, il y aura une chaîne d'information, alors peut-être qui n'existe pas, peut-être qui existe déjà, qui deviendra je pense qu'elle existe déjà, leader. Oui, c'est effectivement... Quand vous dites la puissance, effectivement, c'était un débat que moi j'ai toujours eu, et je n'ai jamais eu exactement le même point de vue, ni la même position que Patrick Lelay, je peux le dire, on en débattait extrêmement souvent, et surtout d'Étienne Moujotte, concernant la starisation de l'information. J'ai toujours pensé qu'il fallait que l'information soit incarnée, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la starisation, c'est même très différent. Bon, qu'elle soit incarnée effectivement par des visages dont on reconnaît l'expérience, la compétence, la culture, la capacité de recul. Je pourrais en citer d'ailleurs un certain nombre aujourd'hui, y compris sur les chaînes d'information, qui incarnent vraiment leur tranche et qui incarnent vraiment l'information. Pascal Praud notamment, ce que vous... Pascal Praud d'un côté si vous voulez, mais enfin je pense moi plutôt à David Pujadas ou à quelques autres, et ce sont des gens qui incarnent vraiment. Bon, ce ne sont pas des stars, d'ailleurs ils ne le veulent pas eux-mêmes. Et ils ne jouent pas de... Alors évidemment, en plus, aujourd'hui, ils n'ont pas l'audience qu'avaient Poivre ou Chazal ou d'autres sur TF1. Enfin, Pujadas l'a eu. Pujadas est leader. Il l'a eu sur Antenne 2. Il est toujours leader maintenant sur LCI. Il est toujours d'ailleurs sur LCI. Il l'a eu sur Antenne 2. Et il n'a jamais joué de cette starisation. Et moi, j'ai toujours pensé... Et en fait... je ne suis pas le seul. Hein. Il y a beaucoup de patrons qui ont pensé ça, mais ça n'était pas tout à fait le cas à TF1, il faut le reconnaître. C'est que c'est le média qui porte ceux qui le font, et ce n'est pas ceux qui le font qui donnent la puissance aux médias. Qui deviennent plus gros que le média. Non, jamais, jamais. D'ailleurs, on en a toujours fait l'expérience et on en parlait souvent. Et alors on me disait, oui, mais c'est parce que ce sont des conditions différentes, les vacances, etc. Je ne le crois pas du tout. La vérité, c'est que lorsque, par exemple, Poivre, Pernod ou Claire Chazal partaient en vacances pour des remplacements très longs, d'1 mois et demi, de plusieurs semaines, les résultats étaient les mêmes et parfois supérieurs. On a reçu d'ailleurs Jacques Legros juste avant. Mais les résultats étaient les mêmes et parfois supérieurs. Donc c'est bien la force du média et du contenu qu'offre le média aux téléspectateurs ou à l'auditeur éventuellement. Et c'est très important parce que, en ce qui concerne la puissance, par exemple, de Poivre d'Arvor, il est évident qu'elle était confortée par ce regard qu'avait Étienne, notamment Moujotte, sur le fait qu'il fallait absolument stariser les présentateurs. La vérité, c'est que s'il y avait eu une affaire connue de viol ou d'agression, Poivre ne serait pas resté sur TF1. On l'espère, bien entendu. Il y a cette réflexion, pour poursuivre cette réflexion sur les chaînes info que vous développez donc dans votre ouvrage, où elles sont très présentes. Il y en a 4 qui ressemblent quand même beaucoup à celles qui existent aujourd'hui. Est-ce que
ça vous inquiète parce que vous pensez que les chaînes info ont une vision de l'info que vous ne partagez pas et qui n'est peut-être pas la même que celle des grandes chaînes TF1 ou France 2 aujourd'hui? Alors écoutez, deux choses de nature différente. La première, c'est que je pense que l'avenir est aux chaînes d'info. Effectivement, et dans le livre, vous l'avez dit, la radio leader en matière d'information est une chaîne d'info. Et je pense que dans les... Peu importe le temps, que ce soit 3 ans, 5 ans, 10 ans, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que 10 ans les journaux télévisés tels que moi-même je les ai dirigés, soutenus, auxquels j'ai cru, et que l'on a fait pour le plus grand nombre, ne seront plus les plus regardés, loin de là. Et déjà aujourd'hui, vous savez, quand vous regardez les audiences cumulées sur une journée, quand vous passez à 7h du matin sur une chaîne d'info une interview, mais que vous la rediffusez 5, 6, 10 fois dans la journée, elle a déjà en nombre de téléspectateurs, cette interview, autant de vues que un journal télévisé à 20h. Donc déjà, on est déjà dans quelque chose de tout à fait différent. Et à l'avenir, en plus, je pense que ce qu'apportent les chaînes d'info, de très positif, c'est que le besoin de recul, le besoin de décortiquer une information et de ne pas faire simplement un journal de 30 minutes avec 20 sujets et au fond, à la fin de la demi-heure, vous dites, mais au fond, quelle était vraiment l'actualité du jour? Honnêtement, je suis un peu sévère, mais enfin, c'est pas toujours comme ça, mais c'est souvent comme ça. Bon, ce que j'appelle, moi, l'information sandwich, un peu aujourd'hui, celle-là, à mon avis, va progressivement disparaître au profit, et c'est très bien, d'une information beaucoup plus décortiquée, beaucoup plus décryptée, que l'on trouvera sur les chaînes d'info. La question, c'est de savoir quel type d'information on fait dans ce cas-là. Parce que, moi, mon inquiétude n'est pas du tout sur l'impérialisme futur auquel je crois des chaînes d'info. 1, 2 maximum, 2 sans doute, mais sur les 4 d'aujourd'hui. Mais mon inquiétude vient de la façon dont on traitera l'information. Mon roman, qui est un roman qui d'ailleurs est aussi à la fois un bilan, moi, de 50 ans de métier, et une forme d'autocritique sur la façon dont parfois j'ai dirigé l'information. Donc parfois les médias aussi traitent les affaires. Alors l'intrigue principale, absolument, elle est un peu tirée de l'affaire Dominique Baudis, donc qui était défenseur des droits, maire de Toulouse. Vous spoilez un peu le roman, mais ça n'a pas d'importance. Je m'en excuse. Non. Et donc c'est une affaire où il va y avoir un très grand emballement médiatique qui est favorisé notamment par la présence de chaînes d'information et d'autres médias. Et vous, c'est ce qui vous fait peur, un peu, l'emballement médiatique. Oui, parce que, je vais vous dire, effectivement, le roman part, vous l'avez cité, cette affaire. Alors évidemment, dans le roman, tout est romancé, mais tout est vrai. Tout est vrai. Et dans les 320 pages, il y a énormément de situations de toute nature. Toutes les situations sont vraies. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé, ce qui m'a poussé à l'écrire, au terme d'une réflexion d'ailleurs sur l'information, qui n'est jamais aboutie, parce qu'on évolue toujours, mais quand même, je vais vous dire ce qui m'a poussé à écrire ce roman, qui n'est pas le premier, mais celui auquel je tiens le plus pour l'instant. C'est que, il y a 1 an et demi, 2 ans, vous vous souvenez sans doute, bien évidemment, vous étiez déjà dans le métier, il y a eu ce rebond de l'affaire Dupont de Ligonnès avec cette folie médiatique hallucinante, ahurissante, qui faisait que à partir de un soir, 8h du soir, un vendredi soir, on avait retrouvé, disait-on, Dupont de Ligonnès, je ne sais plus, en Irlande ou en Écosse, et jusqu'au lendemain midi, il y a eu un emballement qui fait que on ne parlait plus que de ça, mais alors vraiment en imaginant déjà toutes les situations. Et puis la presse écrite elle-même, compte tenu des délais de fabrication, avait abondé et fait ses titres sur on a retrouvé Dupont de Ligonnès. Mais en plus, c'est une erreur, effectivement, une grosse erreur qui a été commise un peu en boucle. Et voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé en réalité, comme d'habitude, j'en parle beaucoup dans le livre d'ailleurs, c'est vraisemblablement un policier qui a voulu se faire un peu mousser, qui a donné l'information à un journaliste, plus ou moins ami, j'imagine, et puis ça
ça flambait comme une traînée de poudre, avec des relations que je décris dans le roman d'ailleurs, sur les rapports très complexes entre les journalistes et la police, les journalistes et les magistrats, les journalistes et les politiques, où au fond tout le monde manipule un peu tout le monde. Et moi j'avais été vraiment aux premières loges, d'une certaine manière d'ailleurs, j'avais démarré l'affaire Baudis, qui a été un emballement médiatique qui a duré plusieurs semaines, absolument gigantesque, une folie totale, dans lequel se sont accumulés les faux témoignages qui ont été diffusés à l'antenne sans suffisamment de vérification, sans suffisamment de recul, avec des enquêteurs qui, sur place, en l'occurrence c'était à Toulouse, manipulait vraiment les journalistes, pour des raisons d'ailleurs qu'on n'a jamais vraiment complètement comprises. Toujours est-il que ça a été terriblement destructeur, pour une famille, pour un homme, et revoyant cette affaire Dupont de Ligonnès 20 ans plus tard, je me suis dit, mais vraiment, on n'apprend rien de rien, aucune leçon ne sert jamais, aucune leçon n'est tirée. Et donc, mon idée de roman est partie de là, c'est-à-dire que moi je m'inquiète beaucoup de ces emballements médiatiques, de plus en plus nombreux. Et pourquoi de plus en plus nombreux ? Parce que effectivement, il faut faire le maximum d'audience dans le minimum de temps. Et donc, on se saisit d'une information sans toujours prendre le recul nécessaire. Et on a parfois un même intérêt à reprendre une information qui est fausse pour justement pouvoir faire de l'audience. Et on est parfois à la traîne si on ne l'a pas reprise. C'est la fin de cette émission. On vous recommande donc ce livre Mortelle Comédie, qui a été donc écrit par Robert Namias. C'est paru aux éditions de l'Observatoire en mai dernier, il me semble. Donc c'est un roman sur l'emballement médiatique notamment. Merci beaucoup Robert Namias d'avoir été notre invité sur Radio J. Et moi je vous souhaite une excellente semaine et vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée. Merci à vous.